Les connaissances doivent nous amener à la compréhension du sens de la vie. Les connaissances livresques sont des matériaux, des richesses. Pourquoi ne pas les acquérir? Mais ce dont vous devez vous méfier, c'est des conclusions. Oui. Vous méfiez des conclusions qu'ont pu tirer les savants et les philosophes à partir de tous ces matériaux qu'ils avaient à leur disposition. Quand après des années d'études et de recherche, ces grands penseurs, ces grands professeurs vous disent qu'ils en sont arrivés à la conclusion que l'univers est l'œuvre du hasard, qu'il n'existe aucun ordre dans la création, que l'âme, la religion sont des inventions à rejeter, que la terre est un champ de bataille où chacun doit lutter bec et ongle pour ne pas être dévoré par son voisin, etc. Écoutez-les par curiosité, si vous voulez, mais ne vous laissez pas influencer. D'ailleurs, combien de fois, au cours des siècles, les conclusions des savants et des philosophes ont varié. Alors pourquoi aller fonder sa vie sur des bases aussi instables? Toutes les connaissances doivent nous mener vers Dieu, vers la compréhension du sens de la vie. Si elles nous coupent de Dieu et du sens de la vie, il vaut mieux les laisser de côté. Bonsoir et bienvenue au siège de l'information. Le siège de l'info, Charbel Aïou. 90 minutes sur l'ensemble de nos réseaux pour vous faire le point de l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous êtes à la grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa, le siège de l'information. La randonnée, je vous l'ai dit, va durer 90 minutes. Et tout à l'heure, nous recevrons en invité le directeur de l'ensemble artistique national, Marcel Zounon, se penchera et fera le tour avec nous de l'actualité culturelle ces derniers temps. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Voici tout de suite le sommaire de l'actualité nationale. Maître Alain Orunla en tournée dans quelques arrondissements de la ville de Cotonou. Objectif, sensibiliser la population à libérer le domaine public. Le centre communautaire IA et le ministère des Sports ont organisé, avec le groupe Giants of Africa des États-Unis, un camp de basketball de 2 jours. C'est terminé, nous en ferons le point dans un instant. La vente à la sauvette, nous en parlons encore ce soir, une activité à haut risque qui s'effectue aux abords des centres commerciaux, des grandes avenues et boulevards. Golf TV Africa y jette encore un regard ce soir. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre à cette grand-messe de l'information du soir. Maître Alain Orunla en tournée dans certains arrondissements de la ville de Cotonou. Le préfet du département du littoral s'est rendu notamment, sinon entre autres, du côté de la berge lagunaire de Dantokpa et de Bogbanou. Il est allé sensibiliser les populations à la libération de la berge lagunaire. Golf TV Africa était de la partie, Spiro Oussienou, Koudous Bissirio.
Le préfet du littoral, Maître Alain Rounla, et ses hommes ont pris quartier ce vendredi au 4e arrondissement de la capitale économique du Bénin. Objectif de cette sortie de l'autorité préfectorale, faire un état des lieux de l'occupation par les populations du domaine public et les sensibiliser pour une prompte libération. Il y a des gens qui ne doivent pas vivre à Cotonou et qui y sont. Regardez, nous sommes en plein cœur de Cotonou. Et regardez la salubrité avec des dépôts sauvages que nous observons. Je suis descendu en tant que première autorité de l'arrondissement plusieurs fois avec même des sommations, mais je suis très content d'avoir l'appui de mon chef Rachid le Préfet ce matin. Je crois qu'avec ça, on aura un bon résultat. Les bidons d'essence déversés dans la lagune avec des madriers installés le long de la voie publique. C'est le constat amer qu'ont fait le préfet du littoral et sa délégation qui condamne ces actes. C'est un tableau consternant que nous avons découvert à Cotonou, à quelques kilomètres seulement des nouveaux monuments que nous avons dévoilés, à quelques encablures des rues asphaltées à coût de centaines de milliards de francs CFA pour rendre notre pays beau et notre ville belle, de découvrir à proximité des bidonvilles, des ghettos, avec des madriers entreposés dans les rues, l'occupation anarchique de l'espace public, près d'un centre emblématique, le centre Soweto, des ghettos avec des fûts et des bidons d'essence de mazout qui sont déversés dans la lagune de Cotonou que nous tentons de dépolluer à coût de centaines de milliards. L'amélioration et la surveillance à coût de dizaines de milliards de la berge lagunaire. Alors juste en face, nous avons des individus qui colonisent sauvagement et mettent d'ailleurs leur vie en danger, puisque à côté de ces dépôts sauvages de carburant, il y a des foyers, il y a des enfants, il y a des familles qui préparent. C'est intolérable. À Cotonou, c'est insoutenable et ce constat amer appelle une réaction immédiate, c'est-à-dire le démantèlement de ces ghettos qui abritent par ailleurs la délinquance extrême. Il y a beaucoup de voyous qui se réfugient là, c'est le lieu des trafics de drogue, c'est également le lieu de la prostitution la plus abjecte, puisque c'est sans surveillance, donc ceci est intolérable en 2022 à Cotonou. Donc ce constat amer appelle un sursaut, une réaction. Vous verrez que cette mission a été conduite avec une forte délégation de la direction départementale de la police républicaine qui est mobilisée pour la circonstance et qui va constamment mettre la pression pour surveiller ces cercles d'incivisme jusqu'à ce que nous venions à bout de ces insalubrités à Cotonou. Par ailleurs, l'autorité priorise la sensibilisation des populations afin qu'elles quittent les lieux dans un délai raisonnable, prévient Alain Orunla. Mais nous connaissons nos populations. Nous savons que ces installations sauvages n'ont pas été que spontanées. Elles ont été accompagnées, elles ont été cautionnées par des gens dont je n'établirai pas la responsabilité, mais ils se connaissent. Ces ghettos nourrissent un trafic entretenu par ce que je peux qualifier d'une mafia. Mafia bien organisée qui tire des revenus de ces activités en franchise de tout impôt, de toute contribution au développement de notre pays. Donc vous savez que c'est des réseaux qu'il n'est pas facile de démanteler sans être méthodique. Et c'est pour cela que, bien que la situation appelle une réaction immédiate et énergique, nous préférons nous adresser à nos compatriotes, aux différentes populations, pour qu'elles commencent par prendre leur disposition pour quitter les lieux avant que nous ne passions à l'offensive. Mais cette offensive, elle est certaine, on le fera. Nous avons laissé suffisamment de temps, nous en laisserons davantage pour que les populations puissent quitter cet espace public illégalement occupé, se reloger autrement ou réorienter leurs activités. Donc cette sensibilisation, elle n'est pas de trop, elle est préalable à toute autre opération musclée. D'autres descentes pourraient suivre dans les prochains jours afin de sensibiliser les populations des autres arrondissements de la ville de Cotonou. Le centre communautaire EA et le ministère des Sports ont organisé, vous le rappelez, en partenariat avec le groupe Giants of Africa des États-Unis d'Amérique, un camp de basketball de 2 jours. Une initiative qui avait pour objectif de promouvoir le basketball chez les jeunes béninois et consolider le partenariat entre le gouvernement du Bénin et la National Basketball Association, la NBA. Retour sur les temps forts de ce programme.
Développer le basketball sur le continent africain et responsabiliser les jeunes sur et en dehors du terrain par le biais de l'éducation, du mentorat et de la formation aux compétences de vie, tels sont les objectifs de ce camp de basketball Benin Dreams Big qui a réuni pendant 2 jours 50 jeunes filles et garçons béninois au centre communautaire EA de Cotonou. Cette initiative de Lionel Talon, en partenariat avec l'ONG Giants of Africa, du président des Raptors de Toronto, Masai Ujiri, est une belle opportunité pour ces jeunes de travailler dans des ateliers sur les techniques de passe, de dribble, de tir et de marquage, mais aussi de participer à des sessions éducatives sur les nombreux avantages qu'offre le basketball. Premier d'une série, ce camp est né de la rencontre d'il y a quelques années entre Lionel Talon et Masai Ujiri. Impressionné par ce vaste programme qui ambitionne de révéler les jeunes talents africains, Lionel Talon s'est lancé comme défi de faire bénéficier ce projet aux jeunes béninois. Le programme Giants of Africa, c'est une initiative qui a été mise en place par Masai Ujiri, le président des Raptors. Le programme est de permettre aux jeunes sur le continent d'avoir des opportunités par le biais du basket et aussi de mettre en avant le côté académique, les opportunités académiques qui sont offertes par le basket. Parce que vous savez, tout le monde aspire à jouer professionnel. Mais l'avantage que nous, dans le basket, on a, c'est que même si on n'a pas une carrière professionnelle, on a la possibilité d'avoir des opportunités académiques qui permettent d'avoir des boulots autour du sport du basket. En jouant au basket, vous devenez comptable, docteur, spécialiste de marketing, journaliste, parce que justement, vous avez fait ce sport et vous avez profité du sport pour faire des études. Le camp, il existe depuis une bonne vingtaine d'années. Et chaque année, on cible 4 à 5 pays où on organise des camps. Bon, avec Covid, les choses se sont un peu ralenties, mais là, on a repris avec la construction des terrains, parce que bon, Masai, il a voulu construire 100 terrains sur le continent. Au Bénin, on n'a peut-être pas encore construit, mais je pense que l'année prochaine, on va revenir pour en faire. Étant donné qu'il y avait déjà une structure, on s'est dit, bon, pourquoi pas venir commencer déjà à tester le terrain, voir un peu c'est quoi la culture basket, comment les gens sont motivés. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, sur place, il y a des gens de bonne volonté qui veulent aider. Mais dans un premier temps, on voulait amener une 50aine de jeunes béninois, filles et garçons, et leur permettre pendant 2 jours d'acquérir quelques connaissances techniques et tactiques qui leur permettront éventuellement de progresser à long terme. C'était un camp magnifique, c'était l'un de mes meilleurs camps auxquels j'ai assisté. On a appris beaucoup de choses. J'ai vu que j'ai progressé par rapport aux autres camps. Je vais m'exercer tous les jours parce que déjà on nous a donné une balle gratuite. Donc je vais pouvoir m'exercer tous les jours, travailler dur pour pouvoir devenir meilleur. C'est une chance exceptionnelle que je sois ici parmi des milliers de personnes. C'était très bien, c'était intense, ça m'a permis de progresser, d'en apprendre plus sur le basketball. J'ai vraiment aimé l'attitude des coachs. Mon rêve c'était d'exceller, de me faire remarquer. J'ai pu le faire, sauf que je n'ai pas été parmi les 3 meilleurs, mais au moins j'ai été sélectionné parmi les All-Stars. Ça m'a fait déjà plaisir et je suis content de ça. Pour moi, c'est de continuer à supporter le sport béninois, continuer à supporter les enfants qui veulent faire du sport, continuer à les encourager. Je suis persuadé que dans ce groupe qu'on a vu, je vais retrouver des filles, des garçons au plus haut niveau mondial. You know, it's my second time here in Cotonou, and I came here many years ago. I see the change. C'est sa 2e fois à Cotonou, mais il a vu le changement de la ville, il a vu le changement du pays, que ça commence à se développer. The Amazon woman, the statue. Le statue de l'Amazone, c'est le plus beau et le plus grand monument qu'il n'a jamais vu et il a fait le tour du monde. Donc ça symbolise l'Afrique, ça symbolise les femmes, ça symbolise l'autonomisation de la femme. Et les enfants, en matière de talent, ils étaient incroyables. Et Giants of Africa va venir à Cotonou souvent pour aider les jeunes, les pousser à aller de l'avant. And make an impression on these kids in some way, and we continue to grow. Il y a une superbe énergie, on voit qu'ils s'amusent bien, qu'ils sont heureux, ils ont confiance en eux et je pense que c'est cette énergie qu'il faut qu'ils amènent partout, ils iront à partir d'aujourd'hui. Le basket, il y a certains qu'on espère qu'ils vont réussir dans ce domaine-là, mais même si la vie les emmène ailleurs, qu'ils gardent cette énergie, cette motivation, cette discipline et on espère que ça leur a servi à quelque chose. On a eu l'occasion de se rencontrer il y a quelques années et ils m'ont un peu parlé de ce qu'ils font sur le basket dans différents pays africains et c'est quelque chose qui m'a vraiment inspiré. Je pense que cet endroit est aussi né de la conversation que j'ai eue avec lui et entre-temps je lui avais promis qu'on allait faire quelque chose au Bénin pour pouvoir les emmener ici, qu'on puisse aussi faire partie de cette grande initiative de Giants of Africa.
Et ça m'a motivé à vraiment poursuivre ce projet de EA. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'accomplissement pour nous parce que l'idée initiale se concrétise et ils sont ici avec nous. Et je pense qu'ils ont passé un très bon séjour. Ils ont vraiment adoré l'énergie de ce centre et on espère les revoir souvent, chaque année s'il faut. Projet finalement réussi pour le bonheur du basket béninois et surtout de nos jeunes basketteurs et basketteuses. Nous avions annoncé que notre pays avait pris une bonne option en s'associant à cette ligue, qui est la ligue la plus importante au monde. Nous avions dit que aussi bien le gouvernement que certains acteurs privés, comme M. Lionel, qui est le propriétaire de ce centre communautaire EA, s'impliquaient pour que le Bénin devienne une plateforme incontournable du basket. Voilà, c'est réalité aujourd'hui. Tout le monde voit que ce camp qui est organisé par cette association Giant of Africa, qui littéralement veut dire les géants de l'Afrique, se matérialise dans notre pays, le Bénin. Et ce camp est un camp de détection, c'est un camp pour faire naître auprès de ces jeunes joueurs l'espoir qu'ils peuvent eux aussi progresser s'ils travaillent pour se retrouver un jour en NBA. À l'issue de ce camp, les meilleurs de ces jeunes filles et garçons ont été sélectionnés afin de poursuivre la formation. La vente à la sauvette, parlons-en, activité à fort risque. Elle s'effectue généralement aux abords des grands centres commerciaux, sur les trottoirs, les esplanades, les grandes avenues, les boulevards et autres places publiques. Activité qui n'est pas sans désagrément sur les usagers traditionnels de la route et sur les vendeurs eux-mêmes. Golf TV Africa est descendu sur le terrain. Imaginez. Le marché n'est plus florissant malgré les multiples risques que prennent ces vendeurs ambulants. De Cotonou à Bomé-Calavi, ces vendeurs inondent les grands as à la quête du revenu pour leur mieux-être. Bon, le marché, maintenant, avant là, ça va plus que maintenant, quoi. Avant le marché, là, ça va plus que maintenant. Parce que maintenant, on dirait qu'il n'y a pas les gens comme ça, quoi. Mais avant là, il y a le marché un peu. Bon, ça là, c'est grave un peu, quoi. Parce que des fois, ça a beaucoup d'intention dedans, quoi. Parce que surtout ici, là, surtout le Carrefour Ité, là, c'est grave. Il y a beaucoup d'accidents qui se passent ici. Et si tu es dans le voie, là, et la chose est... Les gens, il y a des camions qui est derrière toi, tu ne sais pas, et quelqu'un d'autre. Et des fois les policiers les chassent ici. Si tu voulais courir, tu ne sais pas, il y a un camion derrière toi, c'est encore problème. C'est pas bon, le marché là, ça ne se marche pas bien même. Il y a des fois, il y a quelqu'un même qui va prendre ton argent pour partir, quoi. Comme ça là, moi je ne peux pas faire ça. Alain, conducteur de taxi-ville, côtoie au quotidien ces vendeurs qui, dit-il, font face à certaines difficultés. Le véritable problème est lié au chômage, insiste-t-il. Ceux qui vendent, les vendeurs à la sauviette comme ça, sont des gens qui s'exposent à l'insécurité routière. Mais je vois que c'est toujours manque de travail qui fait qu'ils sont toujours là pour joindre les deux bouts. Donc, c'est à peu près ce que je peux dire. Si l'État a une idée sur eux, fait quelque chose pour que peut-être qu'on peut trouver un marché pour eux. C'est aussi possible de les trouver un marché. Mais à défaut de ça, ils seront toujours là, n'est-ce pas, à vendre dans les feux. Nous constatons aussi que, faute de sécurité ou de l'insécurité, il me semble que les policiers les dérangent parfois. On les chasse, mais pourtant ils reviennent toujours. C'est toujours comment faire pour jouer les deux bouts qui fait qu'ils sont toujours là. Tout travail dans la vie a ses risques. Donc ils risquent leur vie, mais ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. S'ils ont mieux à faire, ils ne seraient pas là. Donc c'est parce qu'ils n'ont pas mieux à faire, c'est pourquoi ils sont toujours là. Parfois vous remettez votre produit à un chauffeur ou à un conducteur, et il s'enfuit avec ça. C'est de risque aussi. Parfois il poursuit les véhicules jusqu'à tomber même. Et tout ça fait partie des risques d'accident.
et de perte de leurs produits. Tout est cher, précise Hassan, qui revient sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Le marché d'aujourd'hui est différent par rapport à hier, c'est quoi? Le marché d'aujourd'hui, c'est un peu cher au marché, ils ont augmenté l'argent et les bénéfices, c'est un petit pour nous. Et les revendeurs, les gens achètent, ils ne viennent pas comme avant. Avant, nous sommes dans le feu. Mais lorsque notre président est arrivé, a dit que non, on ne veut pas que les gens vont circuler en brûlant. Oui, c'est bon ce qu'ils ont envie de dire. Seulement que le boutique à Cotonou est cher. Donc nous aussi avons pensé de rester à quelque part pour revendre. Mais comme il n'y a pas les dévanceurs, c'est pour cela que nous aussi sommes dedans. Le risque qui est dedans, c'est que si il y a le voiture qui n'a pas de frein et il a marché en routière, il a mal conduit, donc il peut connaître de quelqu'un par là. On remercie à Dieu que Dieu nous protège. Cette pratique occasionne un encombrement dangereux des artères et expose les vendeurs et tous les autres usagers de la route au risque d'accident, avait indiqué par communiqué l'ancien préfet du littoral, Modeste Toboula. Le monde actuel prend peu à peu conscience des défis auxquels il se verra confronté dans le futur, notamment l'épuisement des ressources naturelles et la sauvegarde de l'environnement grâce à l'éducation environnementale. Mais que comprendre de ce concept d'éducation environnementale? Imaginons. Le rapport Homme-Nature fait partie de la conception de l'évolution des sociétés. L'éducation environnementale est une pratique qui existe depuis longtemps. L'apprentissage du père à son enfant pour semer les graines, les récolter et par la suite les conserver. Dès les années 60, les naturalistes et les écologistes commencent à s'intéresser à l'environnement, renforcés par les multiples crises industrielles. Ce mouvement s'est renforcé également avec le changement de mode de vie rural, agricole, artisanal vers le mode urbain, industriel, salarié. Ensuite, dans les années 70, les problèmes environnementaux et sociétaux s'inscrivent dans l'agenda des gouvernants et des instances internationales. Il existe un besoin de mettre en place un projet mondial afin d'améliorer la qualité environnementale de nos sociétés. C'est dans ce contexte que la conférence internationale sur l'environnement humain des Nations Unies a eu lieu en 1972 à Stockholm. L'éducation environnementale s'est alors affirmée comme une priorité internationale. Mais que pense la population du concept éducation environnementale? Bon, je pense qu'il y a des personnes qui travaillent à éduquer les populations sur ce que c'est que l'éducation environnementale. Et j'en veux pour preuve les actions des ONG, des structures étatiques ou même des personnes bénévoles qui sont passionnées de la sécurité environnementale, qui organisent de temps à autre des activités à propos. Alors il faut reconnaître que le seuil de connaissance de l'éducation environnementale au Bénin n'est pas aussi grand que ça. J'entends par éducation environnementale tout ce qu'on peut enseigner, éduquer aux populations de manière générale sur l'environnement. Un peu pour les amener à prendre conscience sur ce que nous devions faire, ce que nous devions savoir et du coup mettre en application pour garder l'environnement dans lequel nous nous trouvons sain. Et je crois que c'est ce à quoi on devrait s'attendre quand on parle d'éducation environnementale. Pour Stanislas Ousoupevi, agronome économiste de formation et activiste climat, objectif du développement durable. L'éducation environnementale, c'est un processus. Ce processus-là qui permet de reconnaître les valeurs et de clarification des concepts qui développent des compétences et les attitudes nécessaires afin de comprendre les relations qui existent entre les personnes, leur milieu de vie, leur culture et leur environnement physique ou biologique. Donc c'est ce que fait l'éducation environnementale. Ça s'est fixé donc les objectifs d'aptitude. Des objectifs d'attitude comme l'esprit critique. Il faut rencontrer un problème, une difficulté, une solution non souhaitable dans la communauté
et porter un esprit critique sur cette situation-là. Après cela, il faut maintenant passer à l'initiative, c'est-à-dire à l'initiation, prendre une initiative pour remédier à cette situation-là. Et après cela, il faut que la décision et l'engagement puissent accompagner l'initiative afin que l'activiste ou l'éducateur environnemental arrive quand même à résoudre le problème par l'action, parce qu'il faut l'action. Donc, dans la résolution du problème par l'action, il peut être impliqué de façon directe comme indirecte à la résolution de ce problème-là. Pour ainsi dire, un activiste peut avoir l'esprit critique, d'accord, et après l'esprit, prendre l'initiative de porter une action et ne pas être forcément directement impliqué pour la résolution de cette action-là. Mais tout de même va soulever le problème et porter ça à la connaissance des décideurs, de ceux qui peuvent quand même résoudre le problème si on l'implique ou non. Donc, c'est quelques-uns de ces objectifs que poursuit l'éducation environnementale. Dans le monde, les individus commencent à comprendre les problèmes environnementaux de la planète qui résultent de l'activité humaine et d'une gestion irréfléchie de l'environnement. Aujourd'hui, il est difficile de voir quelqu'un jeter un sachet dans la rue en plein Cotonou, comparativement à il y a 5 ans ou 10 ans où c'était quelque chose de très tangible, très visible. Donc, il y a un pas qui est fait. On espère qu'on aura mieux que ça, mais de plus en plus, le constat qui est fait, c'est que des gens s'habituent désormais à une bonne éducation environnementale. On ne jette plus les ordures dans la rue n'importe comment, on ne jette plus les eaux usées dans la rue n'importe comment. Ça devient de plus en plus remarqué et ça, c'est à féliciter. À l'entendement de ce que nous entendons par éducation environnementale, aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'il y a réellement une éducation qui se donne sur ce secteur-là de l'environnement? Si oui, cette éducation-là, est-ce qu'elle est mise en application? Parce que nous constatons aujourd'hui que beaucoup de choses se font pour que notre environnement soit gardé propre. Mais malheureusement, ce côté sur lequel on devrait attirer une attention particulière, pour que les gens désormais comprennent que nous devions entretenir notre environnement, je crois qu'il n'y a pas suffisamment de communication à cet effet-là. En vue d'avoir un environnement sain et vivable, les organisations de la société civile orientent leurs cibles. Pour les cibles que vise l'éducation environnementale, nous orientons plus vers les plus jeunes. Donc l'éducation environnementale aux plus jeunes, parce qu'il faut quand même que la jeune génération prenne conscience, la jeune génération puisse changer les choses demain. C'est pourquoi nous investissons aujourd'hui dans l'éducation environnementale avec ces jeunes et avec des enfants, des écoliers et des collégiens. Donc quelques cibles, c'est en fait ça, les collégiens, les jeunes en général et les décideurs, qu'ils soient politiques ou de n'importe quelle nature, n'importe quel statut, tous les décideurs aujourd'hui sont les cibles de cette éducation environnementale. Nous allons encore plus loin vers les sociétés, vers les entreprises qui doivent intégrer donc une étude d'impact environnemental et sociétal au sein de chaque projet que ces entreprises-là développent afin que l'éducation environnementale soit une pièce maîtresse dans la résolution de l'agenda 2030 que poursuit l'Union africaine. En outre, des problèmes environnementaux planétaires tels que le changement climatique, l'érosion des sols, la déforestation, la pollution urbaine et les fréquentes inondations nuisent à la croissance économique et à la santé humaine. Afin de répondre à une crise planétaire d'épuisement de ressources et de changement écologique, l'éducation environnementale vient s'afficher comme une des réponses à cette crise. Mesdames, Messieurs, parlons ce soir de l'ananas, un fruit tropical à chair juteuse, parfumée, qui s'invite aussi bien dans nos plats consistants que dans les desserts, leur conférant une certaine douceur exotique. L'ananas a la réputation de brûler les graisses, de booster l'amaigrissement.
c'est la broméline qui serait responsable de cet effet minceur en s'attaquant directement à nos réserves de graisse. Mythe ou réalité? Comme TV Africa, mesdames, messieurs, nous allons écouter à cet effet le diététicien nutritionniste Serge Patrick Zinvaïdan. L'ananas, c'est un fruit qui fait partie des fruits acides. Les fruits acides, c'est des fruits qui sont souvent fermentés et aussi sucrés. Mais lui, il est sucré, fermenté, il a les deux aspects. Donc c'est un bon fruit. Naturellement, ça contient de la vitamine C. Il y a une tige à l'intérieur qui fait diminuer du poids, qu'on appelle bromaline. C'est-à-dire quand vous prenez l'ananas, l'intérieur vous broyez avec le jus de fruits et vous obtenez votre jus de fruits. L'ananas aussi est riche en glucides. Quelqu'un qui veut qui est dans l'hypoglycémie, il peut prendre l'ananas pour compenser le manque de glycémie qu'il a. L'ananas aussi contient beaucoup de fibres. L'ananas aussi participe à diminuer du poids. L'ananas est un fruit qu'on peut remplacer par le sucre. Quand tu presses l'ananas, tu peux mettre ça au frais avec un peu de feuilles de menthe et tu dilues ça avec du garri ou bien de la bouillie le matin. Là, tu contrôles plus le sucre que tu consommes. C'est mieux que d'aller prendre des sucres que nous ne maîtrisons pas. Et l'ananas aussi, c'est un ami d'équilibre. C'est-à-dire quand vous consommez l'ananas, vous avez du bon poids. Mais attention, l'ananas aussi a des conséquences. Il ne faut jamais prendre l'ananas après avoir fini de manger. Il faut prendre l'ananas avant de manger. Et il faut éviter de mettre l'ananas au frais. Quand tu mets l'ananas au frais et tu sors directement, tu coupes, ce n'est pas bon pour l'estomac. Ceux qui sont diabétiques déjà et ils n'ont pas une bonne glycémie, ceux-là n'ont qu'à limiter la consommation d'ananas, surtout les soirs. Parce que je pense que d'autres disent qu'on consomme les fruits le soir et c'est bon, les soirs je prends des fruits, je dors. Non, excepté l'ananas, ne consommez pas l'ananas les soirs. L'ananas se prend les matins et en tranche. Une tranche c'est déjà bon. Une tranche vous apporte au moins 15,5 grammes de glucides. 15,15 grammes de glucides. Imaginons que vous prenez l'ananas entier, ça fait déjà, vous êtes dans les 15 fois, c'est pas, ça dépend du poids de l'ananas. Donc il faut faire attention à la consommation d'ananas. Et l'ananas est un fruit très 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 sucré qui peut encore provoquer la cécité si on en consomme de trop. Souvent quand on va chez les ophtalmologues, ils disent stopper de consommer trop de sucre parce que ça affaiblit les nerfs oculaires. Donc nous devons prendre l'ananas avec modération. Surtout les diabétiques doivent modérer. Et ceux qui sont dans l'hypoglycémie peuvent consommer ça les soirs au coucher. L'ananas est bon pour les enfants. Les enfants doivent consommer l'ananas pour la mémoire parce que ça renforce les neurones. Ils en ont besoin pendant les examens, même au petit déjeuner avant d'aller à l'école. Parce que les enfants ont besoin beaucoup de glucides pour avoir de l'énergie et ne pas être fragilisés. Parce que les glucides aussi font partie des macronutriments et ça renforce le système immunitaire. Donc, chez les enfants, on peut faire jus d'ananas. Mais attention, on ne fait pas jus d'ananas mélangé. On ne mélange pas avec baobab, avec pastèque. Les gens le font souvent en bouteille. Et on propose, on dit que c'est du jus d'ananas en pastèque. Attention, l'ananas, c'est un fruit entier que tu peux prendre pour diminuer du poids. De même que si tu en prends de trop, ça peut détruire ton pancréas. Donc, il faut savoir le consommer et limiter au plus en 2 tranches. Ou bien, si tu peux faire des tisanes avec, prépare avec ahoé, avec un peu de chocolat, de koujirekoum ou bien de clou de girofle pour perdre de poids, pour te puger. Mais là, c'est avec la peau. Il faut préparer, couper avec la peau ensemble et préparer. Quand la peau est là, ce n'est plus trop sucré. Mais quand il n'y a plus la peau, là c'est très sucré et ça peut faire monter la glycémie. Pour ne pas exagérer, on suppose que tu prends une bouteille d'ananas, la petite bouteille 0,55, voilà, ça te va déjà. Et puis encore, il faut diluer ça avec de l'eau chaude. Quand tu dilues avec de l'eau chaude, le sang est fluide. Mais quand tu prends ça brut, parce que les gens disent que c'est de l'ananas pasteurisé et tout ça, mes chers amis, le sucre est toujours là. Est-ce que tu as vérifié ta glycémie avant d'en consommer? Donc, qu'est-ce que tu as pris le matin? Et c'est au déjeuner qu'on te propose jus d'ananas glacé et tu prends. Ah, attention, il faut toujours contrôler ça là. Dans ma journée, j'ai pris combien de sucre? Peut-être le croissant le matin ou bien du thé. Là, c'est déjà du sucre. Et tu reprends encore à midi. Ça veut dire que si tu ne mènes pas des activités physiques, ça ne va pas sortir du sang. Et un jour, il y a ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, c'est pour voir la teneur du sucre dans le sang. Et quand on voit que c'est de trop, c'est-à-dire les normes, c'est entre 4 et 6. Et on constate que tu as 7 ou 8, ça veut dire que le sucre
est en densité dans ton organisme. Alors, il faut faire attention. Notre invité ce soir, mesdames, messieurs, nous vous l'avions annoncé, Marcel Zounon est le directeur de l'ensemble artistique national. Marcel Zounon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Golf TV. Marcel Zounon, lors du défilé du 1er août, il est une danse dite Hungan, exécutée par de braves femmes, certainement triées pour la circonstance, pour célébrer la mémoire des Amazones. Parlez-nous un peu de ce rythme, de cette danse si majestueusement exécutée et qui inspire émerveillement, audace, bravoure, curiosité, ténacité. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dirais tout simplement que cette danse, elle est dédiée aux braves Amazones, aux braves Agodiers, tels que l'a mis en place vers le XVIIIe siècle. En 1708, entre 1708 et 1711, par Tassi Hangbe, qui est la sœur du roi Akaba et qui a régné sur le royaume du Dahomey pendant 3 ans. Donc cette danse, elle est dédiée aux braves femmes, aux braves Amazones, qui se préparent pour aller à la guerre, pour aller défendre la patrie et élargir le champ géographique du royaume du Dahomey. Ces femmes étaient la femme armée du royaume du Dahomey, qui est une, je dirais, invention des rois du Dahomey, qui a été parfait par le roi Gezo, qui est le petit-fils de Tassi Hangbe, et qui a totalement amélioré la femme brave, la femme amazone, la femme qui défend la patrie, la femme qui permet au roi et à toute sa communauté de pouvoir régner convenablement. C'est dire que ces danses sont exécutées par le tchanka. Le tchanka, c'est une sorte de culotte mis à 3 quarts, plus une sorte de gilet. Et à l'origine, les femmes se coiffent d'abeti, qui est une sorte de chapeau qui ferme les 2 oreilles. Mais pour la circonstance, les jeunes filles qui ont été formées à exécuter cette danse de bravoure et d'engagement des femmes aux côtés des rois du Dahomey ont attaché une banderole rouge sur la tête et également sur la hanche. Et ils avaient leur fusil, elles avaient plutôt leur fusil, elles avaient leur kakwa, leur coutelas, qui montraient quand même que c'est des femmes engagées aux côtés des rois pour défendre la patrie. Et je pense que, si vous le voulez bien, nous devons trouver raison au président Patrice Talon, qui aujourd'hui fait du beau travail. Vous avez vu, il a mis comme élément fondamental, deuxième pilier du développement du Bénin, la dimension touristique du développement. Et pour défendre le tourisme et faire que le tourisme puisse amener beaucoup d'argent et développer le pays, il faut forcément activer le patrimoine culturel matériel et le patrimoine culturel immatériel. Mais dans le matériel, vous avez vu avec moi, après avoir touché le parc animalier, le parc d'Ouvé, le parc de la Pandjari, il est venu, si ce n'est pas, je vous jure, si ce n'est pas les djihadistes, ces 2 parcs seront en train d'enrichir le patrimoine béninois. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a fait rejaillir des monuments. Vous avez vu à l'aéroport, vous avez vu ce monument prestigieux qui représente les Amazones. Vous avez vu l'autre monument qui est consacré vraiment à la patrie béninoise et non plus à la patrie occidentale. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, avec les musées qui sont en construction, le patrimoine matériel est imposé par le chef de l'État du Bénin, qui constitue des éléments d'attraction
que les touristes peuvent venir voir. Un touriste qui vient aujourd'hui dans la partie méridionale du Bénin, non seulement il a des hôtels, il y a des hôtels qui sortent de partout, non seulement il y a ces monuments qu'il peut voir, il y a également les musées qui sont en construction qu'il va voir, il y a également la route des couvents qui est en pleine, mise en place. C'est pour dire que le patrimoine est complètement visité et qui peut vendre la destination Bénin. Maintenant, il reste l'immatériel. Et c'est pour cela que nous autres, nous sommes totalement engagés à ses côtés pour travailler à accepter les réformes dans le domaine du patrimoine culturel immatériel où se trouve la majorité des artistes. Parce que les réformes, non seulement vont permettre aux artistes de vendre, de pouvoir faire des créations vendables, de pouvoir vendre ses produits, de vivre de ça, de payer les taxes et de pouvoir enrichir le produit intérieur brut. C'est dire que nous devons soutenir le président de la République qui fait un travail extraordinaire. Aujourd'hui, les classes culturelles sont en voie d'être lancées. Aujourd'hui, les différents artistes qui vont faire des créations à Cotonou, par exemple, pourraient retrouver des espaces pour faire développer leurs différents produits culturels qu'ils vont créer à n'importe quel point du Bénin. Est-ce que celui-là, il ne mérite pas qu'on l'accompagne? Je pense que oui. Aujourd'hui, le Bénin fait partie des pays d'attraction de l'Afrique occidentale. Je dirais tout simplement de l'Afrique. Parce que le travail de réforme et de développement qui se fait dans tous les domaines du secteur de la vie permettra à coup sûr de pouvoir exhiber la dimension touristique du développement comme l'a inscrit le président de la République dans le programme d'action 1 et repris dans le programme d'action 2 de son gouvernement. Marcel Zounon, avec tout ce développement, je vous vois dire simplement qu'avec Patrice Talon, le Bénin est développé. Tout à fait. Avec Patrice Talon, le Bénin est véritablement en voie de développement et nous sommes sûrs que si on accompagne ce monsieur dans tous les secteurs, aujourd'hui, les Nations Unies ont montré que le patrimoine culturel immatériel doit pouvoir être transversal à tous les domaines du savoir. Et à ce titre, les 17 objectifs du développement durable doivent prendre en compte les valeurs patrimoniales pour que le développement qui va sortir d'ici à l'an 2030 soit un développement totalement axé vers le développement. Et c'est en cela que ce travail est intéressant. Et vous avez vu avec moi que ce président n'est pas celui qui consomme, qui ingurgite tous les plans de développement qui lui sont peut-être imposés par l'Occident. Mais il travaille à pouvoir rechercher le développement à partir des réelles motivations de son pays. Et c'est en cela que nous ne pouvons que le supporter. Aujourd'hui, la communauté des rois, la communauté de tous ceux qui s'intéressent au domaine du savoir sont libres, puisque la nouvelle constitution les reconnaît et reconnaît le travail qu'ils font. Nous ne sommes plus un pays laïque qui va consommer que les religions révélées, mais également les religions de nos aïeux, les religions de nos ancêtres. Marcel Zounon, s'il vous était donné de distinguer le président de la République tel que vous parlez, vous l'éleveriez au rang de Dieu sur terre? Non, on ne l'élèvera pas. On ne l'élèvera pas au rang de Dieu sur terre, mais on l'élèvera au rang d'un développeur conscient, consciencieux et efficace. Mais justement, il a un mandat à faire. Oui, il a un mandat à faire. Il fera son mandat et après... Parce que si ça doit se... Oui. On aurait souhaité que même s'il finit son mandat, il puisse placer des gens qui puissent continuer, parce qu'un développement n'est pas autocentré. Un développement ne se fait pas en 5-10 ans, mais un développement se fait en 25, 50, 100 ans. Nous allons prier pour que les politiciens qui vont prendre la relève du président Patrice Talon puissent travailler
dans l'élan qu'il a mis aujourd'hui en place. Parce qu'aujourd'hui, nous constituons les cobayes. Parce que beaucoup de gens crient pour dire qu'ils ne trouvent pas à manger, que la vie est dure, etc. Mais reconnaissons que les pays qui sont aujourd'hui développés sont passés par là. Si on ne travaille pas à passer par là pour préparer l'avenir à la jeune génération, mettre en place des structures, créer des emplois. Regardez, dans le domaine du patrimoine culturel immatériel qui est le nôtre, c'est les chants, c'est les danses, c'est la musique, c'est les arts gastronomiques, c'est tout. C'est-à-dire que c'est nos valeurs intrinsèques, c'est le savoir lié, n'est-ce pas, à l'artisanat africain. C'est toute la connaissance africaine qui sera mise en place pour axer le développement. Et c'est ce que le président Talon fait. Nous avons l'obligation de le soutenir parce qu'on a la chance qu'il est tombé au moins sur un ministre qui suit ses pas, qui suit ses élans et qui travaille à développer le secteur. Nous allons demander tout simplement aux acteurs culturels de patienter parce que le moment viendra et il ne sera pas long du tout que les réformes pour acter le secteur du patrimoine culturel immatériel arrivent pour que l'on puisse souffler du travail que nous faisons. Marcel Zounon, il est une de nos compatriotes du nom de Germaine Akoyi. Elle a été particulièrement célébrée lors de ces festivités du 1er août. Parlez-nous un peu de celle-là qui, jusque-là, était certainement inconnue du grand public. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que vous avez touché un sujet important parce que les gens disent qu'au lieu qu'on promeut ceux qui font peut-être les danses patrimoniales, pourquoi on est allé chercher quelqu'un qui fait la danse contemporaine ou les danses urbaines qu'on va promouvoir? Moi, je dis bravo, président Talon. Bravo, pourquoi? Pendant longtemps, quand nous, on était jeunes, on est dans le circuit culturel depuis, puisqu'on ne sait pas faire autre chose que ça. Mais on apprend partout, à l'international, que Mme Germaine Akoyi est sénégalaise. On apprend par ailleurs que Mme Germaine Akoyi est ivoirienne. D'aucuns disent qu'elle est béninoise. Mais merci au président Patrice Talon qui vient siffler la récréation. Parce qu'il a posé un acte de bravoure, un acte de vrai citoyen qui veut le développement de son pays. Parce qu'il ne s'amuse pas. Il a dit, moi je veux que la dimension touristique soit l'élément déclencheur du développement de mon pays. Mais alors, après l'agriculture, il a mis l'accent sur le culturel. Et pour ce 1er août, 62e anniversaire, il a célébré une dame que les gens ne connaissent pas et qui a travaillé au moins 50 ans à promouvoir le patrimoine dansant africain. Vous voulez qu'on ne la célèbre pas? On doit la célébrer. Et nous devons remercier le chef de l'État pour l'avoir fait. Et deuxièmement, proposer au chef de l'État que les autres années, que d'autres également qui ont fait leur preuve dans le monde, comme par exemple notre concitoyenne Angélique Kidjo, ou notre concitoyen Dimon Oussou dans le domaine du cinéma ou de la musique, ou d'autres encore, qui travaillent à faire connaître le Bénin, que cela soit célébré. Le président Talon, merci. Merci également au ministre Jean-Michel Abimbola, qui l'a suivi et a fait le travail pour que ce spectacle qui a célébré cette reine de la danse contemporaine et urbaine se fasse. Parce que si on ne le fait pas, demain par exemple, lorsqu'il s'agira de célébrer quelqu'un comme Alade Kofi Addo, qui vient de faire 40 ans dans le domaine de la danse patrimoniale, déjà, je vous dis, c'est du vrai. Lui, on le connaît bien. Hein. Lui, on le connaît parce que d'aucuns l'appellent professeur. Parce que s'il devait aller à l'université, il devait dépasser même le titre de professeur. Donc c'est pour nous dire tout simplement que ce qui est bien, lorsqu'il est fait, on ne peut qu'encourager. Mais quand il n'est pas bien, on ait aussi le courage de le dire là où on doit le dire pour qu'on entende, pour améliorer le mode de gestion. Nous allons revenir sur les Amazones. Vous avez tout à l'heure, moi j'en entendais parler, j'ai voulu comprendre un peu, mais puisque vous êtes là, c'est bon, on dit agodier, on dit en même temps Amazone. De qui parle-t-on? Est-ce
les mêmes personnes. Mais ici, c'est les mêmes personnes. Ah c'est oui. les mêmes personnes. Puisque au départ, la classe des Amazones, comme on a dit, le précurseur, c'était Tassi Hangui. Cette dame-là, qui est la sœur jumelle du roi Akaba, qui a régné dans le royaume d'Idangomé, qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas dans comment on appelle, le calendrier des rois qui se sont succédés. Mais quand on prend entre Akaba et Agadia, on sent qu'il y a 3 ans là de vide, et c'est cette dame-là qui est restée. Et quand on regarde de l'autre côté aussi, je vais faire une incursion, quand on regarde de l'autre côté, entre le roi Agonglo et à Dandoza, il y a aussi, entre Agonglo et Gezo, il y a un vide aussi là que le roi Dandoza avait occupé et avait également travaillé. Mais tout ça, les historiens vont rétablir sous l'aimable supervision du président de la République ces réalités historiques pour notre pays. Donc, les Agodiers, et c'est les mêmes choses, Agodier dans notre langue, mais Amazon dans la langue qui nous est venue après la colonisation. Mais pourquoi ne pas maintenir Agodier et arrêter de dire Amazon pour que tout le monde prenne Agodier, puisque si vous allez en Chine, s'il y a des Amazones là-bas, s'il y a des Agodiers là-bas, on ne vous dira pas Agodier, on ne vous dira pas Amazon, on le dira dans la langue chinoise et ailleurs. Est-ce que, pour une fois, on ne peut pas commencer par dire, peut-être que l'inspiration n'était pas arrivée en son temps, mais donc que nous en parlons, il ne faut pas qu'on commence par dire Agodier, parlant des Amazones. Oui, de toutes les façons, ce n'est pas le professeur Paul Akoni qui est chargé de la direction du patrimoine culturel qui va vous contrarier, qui va vous contredire. Mais non plus moi, je ne vais pas vous contredire. Mais nous pouvons vendre l'appellation Agodier, mieux vendre l'appellation Agodier et la coller à nos Amazones que de dire que c'est des Amazones. Les Amazones, c'est un nom français, mais je crois que les historiens et tous les spécialistes, les experts du patrimoine culturel vont pouvoir rétablir toutes ces vérités le moment venu. Et puis, un de nos invités à cette édition, il était à la même place que vous. Il a dit, au lieu de dire monument, jardin Mathieu, on aurait pu dire simplement, puisque Mathieu, c'est une langue étrangère, on aurait pu dire simplement jardin Kérékou ou jardin Tiundé, puisque c'est le nom du président Mathieu Kérékou aussi. On voulait vraiment rester dans le national, puisque ce monument a été érigé à la gloire un peu comme on est allé corriger tel au niveau du statut de Agodier. Les Amazones. Voilà, on aurait pu, on peut encore changer. Au lieu de Mathieu, ce serait Kérékou, bien sûr, ce serait Tiondé. Non, moi je pense qu'aujourd'hui la constitution du Bénin continue de retenir quand même qu'on nous appelle Charbel, Marcel, Patrice, etc. Que nous retournons aux sources. Nous ne faisons que commencer à travailler pour la reconnaissance de notre patrimoine culturel, puisque la langue, les noms, tout ça fait partie du patrimoine culturel matériel. Ne soyez pas pressés. Nous ne pouvons pas tout prendre du jour au lendemain, mais nous pouvons aller progressivement le temps de pouvoir mieux vendre ce patrimoine culturel cher à notre pays, cher à notre président de la République. Je vous sais aussi très panafricaniste, résolument béninois. Ce monument érigé aujourd'hui à la gloire de nos héros, de nos dévoués, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? Mais ça m'inspire la capacité de continuer à travailler pour mériter cette place. Ça m'inspire le nationalisme. Ça m'inspire le temps de mouiller les maillots, comme l'a dit un joueur sur le terrain. Je pense qu'il faut qu'on ait le courage de dire que ça, c'est made in Bénin et ça, c'est made in étranger. Bravo à tous ceux qui pensent comme ça. Cela veut dire que le président Patrice Talon, sans l'afficher de façon ostentatoire, comme peut-être vous et nous, il est plus panafricain que quiconque? Je ne dis pas qu'il est plus panafricain que quiconque, mais il fait partie des panafricains
qui travaille aujourd'hui à faire reconnaître la valeur de la race noire au peuple du monde. Et ça, il ne faut pas l'occulter. Il ne faut pas dire que ce monsieur, franchement, monsieur le journaliste, je peux vous dire que c'est un battant. Et il faut l'accompagner à avancer. Aujourd'hui, la démocratie telle qu'il le conduit, c'est la démocratie made in Bénin. Ah oui, la démocratie à la béninoise. La Chine a sa démocratie et force l'admiration du monde. L'Inde aujourd'hui a sa démocratie, la Russie a sa démocratie. Pourquoi pas les pays africains n'auront pas leur mode de penser, de réfléchir, de travailler et d'avancer? Devrions-nous continuer à suivre le pas des autres? Mais non. Nous devons soutenir tous ceux qui aujourd'hui travaillent à faire reconnaître la valeur de la race noire. Ah ben c'est heureux de vous entendre dire. Marcel Zounon, le premier a été très riche en tableaux populaires. Je veux parler par exemple de la nuit de l'indépendance, célébrée à Cotonou, à Parakou et un peu partout dans le Bénin. Dites-nous en quelque chose. Mais voilà, je vous ai dit, voilà un président. Pour la 62e anniversaire, parce que depuis qu'il est venu en 2016, vous aviez vu, il n'est pas monté dans fête populaire, dans la détresse, mais il a voulu organiser la 62e. Sur le plan organisationnel, vous avez vu ce que ça a donné. Sur le plan diplomatique, vous avez vu ce que ça a donné. Sur le plan même de l'apaisement social, vous avez vu ce que ça a donné. Et il pouvait faire comme d'autres et ne rien entendre de tout ce qu'on lui dit. Et faire sa fête, appeler la population à taper, à prendre l'argent et partir. Non. Il a organisé de manière méthodique. Et sur le plan culturel, non seulement il a célébré a connu Germaine qui a fait 50 ans à pouvoir danser à travers le monde, il a célébré. Mais également, il a fait organiser sous l'égide du ministère en charge de la culture de l'ANESMO tous ces concerts à Cotonou, à Parakou, à Natitengu, à Dassa, pour montrer vraiment la qualité, la valeur du patrimoine culturel immatériel de notre pays. Monsieur Zounon, oui. Malgré tout cela, ce 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays, avec tout ce qu'on a organisé ici et là, les défilés, les fêtes, on dit que c'est dans la sobriété. Cela veut dire que ce qui nous attend prochainement, on ne pourra pas le contenir. Mais je le souhaite, ce qui nous attend prochainement, que les agriculteurs, parce que là, il y a beaucoup de choses qui se font. J'ai vu tout à l'heure, vous êtes en train de magnifier l'ananas. Pendant longtemps, l'ananas n'avait pas reçu l'accréditation pour être vendu à l'international. Mais aujourd'hui, l'ananas du Bénin est prisé sur le marché international. Mais c'est le fruit du travail de quelqu'un avec tout ce qu'il a mis dans le chantier. Donc, c'est pour nous dire que non seulement les défilés prochains seront les défilés de l'agriculture, les défilés de l'armement, parce que là, il faut qu'on montre la bravoure du Bénin à pouvoir dire non à tous ces djihadistes qui vont nous empêcher d'acter le développement de notre pays à travers le patrimoine qui est totalement rénové, le patrimoine matériel, je veux dire. Donc, c'est dire en sorte que si nous continuons de travailler, les nouvelles fêtes de l'indépendance du Bénin vont permettre davantage de parler de notre pays et de vendre la destination Bénin. Toute dernière question, si vous le permettez. Parlons du ballet national. Je sais que vous êtes le directeur de l'ensemble artistique national. Parlons du ballet national. Il est dit que des artistes sont mis au vert pour la nouvelle création. Et on m'a soufflé quelque part qu'on devrait l'appeler Dohoué. Voilà. Dites-nous en quelque chose. Non, mais merci beaucoup. Vous aviez vu le président de la République, il ne touche pas les choses de manière légère. Les 26 œuvres qui sont venues, vous avez vu ce qu'on en fait. Le monde entier magnifie le courage du président de la République. Et aujourd'hui, la deuxième vague d'exposition ou de visite de ces différentes œuvres qui permettent de voir les œuvres du passé et les œuvres contemporaines des artistes béninois. Donc après ça, ce qui va faire parler le ministère de la Culture,
c'est ce spectacle-là en préparation, qui n'est pas n'importe quel spectacle, parce que c'est un spectacle qui est axé sur les valeurs intrinsèques de notre patrimoine culturel et matériel, parce qu'il y a 2 ans, il y a une mission qui a circulé dans les 12 départements. Je m'en souviens. Qui est allé chercher 24 nouveaux éléments qui ne sont pas du tout les danses qu'on a l'habitude de voir depuis les indépendances du Bénin. Donc, une création artistique est en cours et va finir peut-être au plus tard fin septembre. Et le 14, la première, si tout va bien, et si on obtient les accréditations nécessaires, la première aura lieu le 14 octobre pour montrer les valeurs de cette nouvelle création. Et si les connaisseurs le regardent et l'accréditent, cette création va faire le tour du Bénin. C'est vous dire qu'on ne fera plus les choses comme avant. Le spectacle Dopé, c'est un spectacle sérieusement mis en scène par le professeur Aladé Kofi Adolphe et un des anciens élèves de l'école de Germaine Akogny, l'école des sables de Germaine Akogny du Sénégal, Richard Adoussou, qui vont faire ce travail et montrer au peuple béninois ce dont le Bénin regorge en matière de chant, de danse, de musique, de panégyrique clanique, de vêtements, etc., etc. Cela veut dire que ça sera Maus. Ah oui, ce serait Maus parce qu'on aura à peu près une 50aine d'artistes sur la scène. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Vous verrez. C'est très intéressant. On est très heureux de vous l'entendre dire. Et puis, on est impatient de voir l'œuvre. Nous sommes au terme de cet entretien. Je vais vous laisser conclure, Monsieur Zouno. Merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Je voudrais remercier Golf TV Africa pour tout le travail que vous faites et remercier également le ministre Jean-Michel Abimbola pour avoir permis que nous puissions continuer de parler du patrimoine culturel immatériel au plan national et au plan public, et remercier le président Patrice Talon pour tout le travail qu'il fait, remercier tous les membres du gouvernement et tous ceux qui ont à cœur le développement du Bénin. Demain, nous gagnerons. Demain, nous émergerons. Demain, nous serons grands. Merci Marcel Zouno, directeur de l'ensemble artistique national. Nous allons acter la fin de cet entretien. Dans le village d'Andokome, dans le nord de Lomé, pendant des années, les populations avaient l'habitude de couper les arbres. Aujourd'hui, les seules choses ont changé. Nous vous en ferons le point. L'Allemagne a annoncé ce vendredi, suspend jusqu'à nouvel ordre, la majeure partie de ses opérations militaires au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Une interdiction d'importation de charbon russe dans l'Union européenne est désormais entrée en vigueur. En vertu de cette mesure, les pays de l'Union européenne ne seront plus autorisés à acheter du charbon auprès de Moscou. Siège de l'information, deuxième partie. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans l'actualité hors de nos frontières. Dans le village d'Andokpomé, au nord de Lomé, pendant des années, les populations ont pris l'habitude de couper les arbres d'une forêt de plus de 105 hectares pour le bois de chauffe et faire du charbon. Aujourd'hui, les notables de la ville sensibilisent les populations sur les méfaits de la déforestation. On fait le point.
Chaque année, le Togo subit une perte de près de 3700 hectares de forêt, soit plus de 5 millions d'arbres, selon le ministère de l'Environnement. Quelques 90% des ménages utilisent le bois de chauffe et le charbon de bois comme source d'énergie pour cuisiner. Financièrement, le gaz est hors de portée, ce qui accélère ces dernières années le taux de déforestation. L'utilisation de ces foyers participe à la réduction de la consommation du charbon de bois. Par exemple, si vous utilisez ce foyer avec une petite quantité de charbon, vous pouvez préparer beaucoup de choses avec et ça réduit aussi le temps de cuisson par rapport au foyer traditionnel. Après des années de laisser-aller, le gouvernement togolais a lancé une campagne de reboisement qui a démarré le 1er juin. Au moins 23 millions d'arbres doivent être plantés en 2022 sur l'ensemble du pays, avec l'objectif d'atteindre 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Pour motiver les Togolais, les autorités ont décerné des prix aux 3 meilleurs reboiseurs de toutes les régions du pays. Mais certains pensent que le reboisement seul ne suffit pas. Il faut surtout ralentir la déforestation et trouver des alternatives. Le ministère a décrété par rapport à la feuille de route gouvernementale 1 milliard de plans d'ici 2030. Déjà, nous nous disons, mais notre cri d'alarme a été pris en compte. Ce n'est pas seulement planter qui nous intéresse, nous, à notre niveau, au niveau des RVT. Comment planter, comment protéger pour qu'on atteigne l'objectif. Les autorités se sont aussi lancées dans une campagne de vulgarisation des foyers améliorés, des cuiseurs fabriqués localement et très économiques en consommation de charbon de bois. Beaucoup s'en réjouissent. Avec ce foyer amélioré, on n'utilise plus beaucoup de charbon de bois comme avant. Regardez, il n'y a que 3 morceaux de charbon, mais ça fait bouillir la marmite. Avant, nous coupions beaucoup les arbres, donc la forêt était dévastée. Aujourd'hui, que nous avons laissé tomber cette pratique et que nous utilisons des foyers améliorés, la forêt repousse mieux, elle redevient dense. Ces foyers, produits localement et dont les prix varient entre 5 000 et 25 000, sont fabriqués à l'aide de feuilles de tôle galvanisées recyclées et de céramique. En avril 2021, le gouvernement en a distribué 1500 dans les 7 éco-villages du pays, dont en Okpomé. L'objectif est d'atteindre 10 autres villages dans 3 ans et 500 villages en 2050. Le Nigeria renvoie depuis lundi dans leur village quelques 12 000 personnes ayant fui le nord-ouest du pays du fait des multiples attaques du groupe criminel et des violences qui ont lieu depuis le début de l'année. Suivez. Ces déplacés, hommes, femmes et enfants, attendent avec leurs affaires les véhicules qui vont les ramener chez eux. Ils sont originaires de la petite ville de Shimfida, dans l'état de Katsina, attaquée en février 2022 par des hommes armés. Suite aux violences, les déplacés ont trouvé refuge dans des localités voisines du nord-ouest du Nigeria ainsi qu'au Niger voisin. Il y a ceux qui sont réfugiés à Djibia et ceux qui sont au Niger. On estime qu'il y a environ 6 000 réfugiés en République du Niger. À Djibia, peut-être même plus. Environ 6 000 de ces personnes au Niger sont sur le chemin de retour. Nous attendons leur arrivée pour les envoyer à Shimfida. Selon cet administrateur, des soldats ont été déployés dans la zone pour assurer la protection des habitants. Les autorités nigérianes assurent qu'il s'agit de retours volontaires et que certains Nigérians ont refusé cette offre car ils craignent pour leur sécurité. Son Excellence, le gouverneur a fait un bon travail pour assurer la sécurité de la population. Il est même allé voir le commandant militaire pour s'assurer que davantage de troupes soient mobilisées pour défendre la vie des habitants. En dépit du déploiement militaire, la région est toujours en proie aux violences de groupes criminels appelés localement bandits. Ils attaquent les villages, pillent, tuent et enlèvent les habitants pour demander des rançons. Nous prions Dieu pour que toutes nos difficultés prennent fin et que nous puissions voir la fin de ces difficultés et que Dieu nous protège avec tous ses boucliers. Les troubles ont fait des milliers de morts ces dernières années. Près d'1 million de personnes ont été déplacées dans le nord-ouest et dans le centre du Nigeria
et 80 000 autres ont fui vers le Niger au cours des 2 dernières années. Dans l'attente de la décision de la Cour constitutionnelle concernant les élections législatives, la coalition présidentielle Beno Bok Yakaar atteint finalement la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Nous sommes au Sénégal. Cette majorité n'est pas pour autant confortable alors que l'intercoalition de l'opposition Yewwi Askan Wi Wallu garde ses 80 sièges parlementaires. On fait le point. Il s'agit là d'une situation inédite qui appelle de la part des acteurs politiques que nous sommes une attitude responsable. Il nous faut éviter de déboucher sur un blocage dans le fonctionnement de nos institutions, a déclaré Pape Diop, l'un des 3 députés qui ne faisait partie d'aucune des 2 coalitions principales en compétition. Une Assemblée nationale placée sous le contrôle de l'opposition débouchera sur une crise institutionnelle, estime-t-il, car le président de la République serait amené à gouverner par ordonnance, ce qui serait un recul pour notre démocratie, d'où sa décision de rallier le camp du président Macky Sall. Il rejoint ainsi le groupe parlementaire qui sera mis sur pied par la coalition présidentielle Beno Bok Yakaar. Grâce à son ralliement, le camp du pouvoir cumule désormais 83 sièges sur 165. L'ancien président de l'Assemblée nationale, à la tête de la coalition Bok Gis Gis Liggéey, avait obtenu un siège lors des dernières élections législatives où l'opposition et la majorité sont arrivés au coude à coude, le plaçant lui et les 2 autres députés en faiseurs de roi. Avec ce siège supplémentaire, la coalition au pouvoir obtient certes une majorité absolue, mais qui reste inconfortable car la moindre défection pourrait le faire perdre un vote, ont estimé certains politologues sénégalais. Les yeux sont donc maintenant rivés sur les 2 députés qui ne se sont pas encore prononcés sur le camp qu'ils allaient rallier. L'Allemagne a annoncé ce vendredi suspendre jusqu'à nouvel ordre la majeure partie de ses opérations militaires au Mali dans le cadre de la MINUSMA en dénonçant un nouveau refus de survol par les autorités maliennes. Suivez. Le gouvernement malien a encore une fois refusé d'autoriser un vol prévu aujourd'hui qui devrait assurer une rotation de personnel, a expliqué un porte-parole du ministère allemand de la Défense. En conséquence, nous suspendons jusqu'à nouvel ordre nos opérations de reconnaissance et les vols de transport par hélicoptère car il n'est plus possible de soutenir la MINUSMA sur le plan opérationnel, a-t-il ajouté. Sans le nouveau personnel qui devrait en partie remplacer les forces françaises qui se retirent, la sécurité sur place n'est plus assurée et les forces restantes doivent être dédiées à la sécurisation et ne pourront plus assurer leur mission habituelle, a expliqué le porte-parole lors d'une conférence de presse. Le refus de survol est intervenu malgré des assurances contraires de la part du ministère malien de la Défense, Sadio Camara, lors d'un entretien téléphonique jeudi avec son homologue allemand Christine Lamberch, a-t-il ajouté. Les actes de Camara parlent une autre langue que ces mots, a dénoncé la ministre allemande sur Twitter. La force française Barkhane est actuellement en train de finaliser l'évacuation de ces matériels de ce pays. Il se remarque aisément que le gouvernement de la transition au Mali maintient sa dynamique de donner un nouvel élan à ce pays. Une interdiction d'importation de charbon russe dans l'Union européenne est désormais entrée en vigueur. En vertu de cette mesure, les pays de l'Union européenne ne seront plus autorisés à acheter du charbon auprès de Moscou. Cette interdiction intervient alors qu'une grande partie de l'Europe est déjà confrontée à la possibilité de pénurie d'énergie pendant l'hiver, après que la Russie a réduit l'approvisionnement en gaz naturel des principaux pipelines d'exportation. Suivez. Dans la capitale allemande, le paysage est un peu plus sombre cet été. Dans le cadre d'une campagne d'économie d'énergie menée à l'échelle de la ville, l'éclairage de nuit a été éteint dans plus de 200 églises, bons et monuments. L'objectif est d'éviter que le gaz ne soit utilisé pour la production d'électricité et qu'il soit stocké pour l'hiver. Mais ces mesures ne suffiront pas. L'Allemagne a également fait redémarrer 10 centrales au charbon qui avaient été mises hors de service. La combustion de lignite est considérée comme une mesure difficile mais nécessaire pour garantir l'approvisionnement en électricité.
Mais tout comme pour le gaz, les problèmes d'approvisionnement en charbon persistent, notamment avec l'entrée en vigueur d'une interdiction des importations de charbon russe dans toute l'UE. Avant la guerre en Ukraine, l'Allemagne recevait près de la moitié de son charbon de la Russie, soit plus que n'importe quel autre pays de l'UE. La quête d'autres sources d'approvisionnement à l'étranger risque d'alourdir la facture des ménages. Les personnes les plus modestes en Allemagne sont moins susceptibles d'accepter d'avoir à porter un fardeau financier supplémentaire pour une politique étrangère quelque peu éthique qu'elles ne soutiennent pas entièrement et qu'elles remettent en partie en question. Il sera très difficile pour le gouvernement de recevoir un soutien inconditionnel de la population allemande à ce sujet. L'Allemagne va augmenter ses importations de charbon en provenance des États-Unis, d'Australie et d'Afrique du Sud pour alimenter les centrales qui viennent d'être ouvertes. Cette décision a été qualifiée d'amère mais nécessaire par le gouvernement en raison du pic d'émissions que ces sources de combustible sale devraient générer. Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que la situation actuelle souligne la nécessité d'investir davantage dans des sources d'énergie propres pour l'avenir. Nous voyons à quel point nous sommes dépendants des importations d'énergie dans le monde entier et dans ce cas de la Russie. Il est important de savoir que nous, en Allemagne, avons des capacités techniques qui sont réelles et créent de l'emploi et de la valeur économique qui peuvent nous aider à nous libérer de cette dépendance et à défendre notre souveraineté. Mais le renforcement de l'approvisionnement a un coût. Les dépenses devraient augmenter par tous les plans. Et même si la production de charbon augmente, une nouvelle taxe sur l'énergie proposée par le gouvernement Scholz devrait coûter environ $1 200 de plus par an à une famille moyenne de 4 personnes. Les gens sont-ils prêts à couper le chauffage? Cette question semble simple pour une personne seule qui pourrait simplement faire le choix de dire « Suis-je prêt à enfiler un pull et à m'asseoir dans un appartement beaucoup plus froid que d'habitude ?» Mais si vous avez une famille et des enfants en bas âge ou même des bébés à la maison, vous n'avez pas le choix, vous devez allumer le chauffage. Les préparations en vue du prochain hiver exigent des calculs complexes et des prévisions de consommation d'énergie. Il s'agit de s'assurer qu'il y aura suffisamment d'énergie pour la population et surtout en cas de pénurie, des déterminer qui sera prioritaire. Le gouvernement maintient que les ménages seront prioritaires face à l'industrie, un scénario que l'on espère pouvoir éviter entièrement. Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de cette grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion vous remercie de nous avoir suivis. L'actualité revient tout à l'heure. Restez câblés Golf TV Africa. Bonsoir chez vous.